Salut tout le monde, on est sur beIN Sport et sur Tennis Legend parce qu'ils nous ont promis qu'ils allaient nous donner un petit billet avec Fabrice, sinon on arrête tout. On est avec Max, on est avec Fabrice, c'est eux qui vont vous faire rêver pendant Wimbledon, pendant 15 jours parce que ce sont eux-mêmes des rois du gazon. Magnifique, mais moi les gars, je vous laisse tranquille quoi, salut. Impeccable, merci Fred pour cette intro. Je crois que vous passez à l'antenne pour la première émission du tournoi dans 10 minutes. Dans 9 minutes. Comment ça se passe? Comment vous préparez? Quels sont les réglages? Moi, je suis super en stress. J'ai plus l'habitude. Franchement, ça se passe bien parce qu'on le fait tellement souvent avec Fabrice que, entre guillemets, on peut se lancer l'un et l'autre sans avoir préparé pendant 10 heures avant. Le tournoi de Wimbledon, la présentation, il en sait autant que moi. Il suit le tennis tout comme moi. Donc, on est surtout dépendant de ce que va nous proposer Thomas Vilches comme question. Donc, on est plutôt là, prêt à répondre à tout en fonction des questions. Fab, t'as des notes un peu quand même? J'ai des notes sur mon ordinateur, là j'ai des notes dans ma tête. En fait, sur une prise d'antenne comme ça, premier jour de Wimbledon, on va faire un peu, on va parler des forces en présence, tableau masculin, qui peut battre Djoko, quelle est la favorite dans le tableau féminin, probablement pas la numéro 1 mondiale. On va pas plutôt parler de Sabalenka et Rybakina qui me semblent un peu mieux placés. Et puis, bien évidemment, il y aura un état des forces françaises. Qui pourrait briller, quel Français pourrait atteindre la deuxième semaine. Et toi Fred, du coup tu rebondis ni plus ni moins sur ce que te propose le plateau ou tu as quand même ton axe à suivre, ton rail? Alors j'ai pas mon rail du tout parce que c'est eux qui pilotent, c'est eux qui font l'émission, ils savent vers quoi ils veulent aller, ils ont leur conducteur pour savoir quelles sont les séquences. Donc si moi je commence à m'emballer, à leur parler d'un truc qu'ils n'ont pas prévu ou ils ont prévu de parler plus tard avec quelqu'un d'autre, je leur pourris un peu le boulot. Donc moi, je me laisse complètement guider en sachant que j'ai ce dont j'ai besoin, je l'ai en moi a priori. Et puis si une piège, tant pis, ils m'ont obligé, mais ça arrive rarement. Bon, info importante quand même, 20e Wimbledon en tant que... C'est le 20e Wimbledon sur site, ouais. Waouh. 8e, 9e 9e Une quinzaine, 15-16 peut-être en tant que joueur, et puis à l'antenne avec beIN, 9 me semble-t-il, puisqu'on n'a pas fait 2020. Enfin, le tournoi n'a pas eu lieu en 2020. Ah oui. Très bien, et une journée très rapidement avant de vous laisser vous mettre dans votre bulle, dans votre match. Ouais. Une journée du coup... Vous arrivez sur les coups de quoi, 9h, 9h30, on ne sait pas trop quand... Tu m'as vu arriver tout à l'heure, 9h30, c'est à peu près ça. Et ça repart à quelle heure? Ça termine, on ne sait pas trop? On ne sait pas. L'année passée, la première semaine, on a fini tard à chaque fois, donc ça peut pas avant 23h, par exemple. T'accuses le coup au bout d'un moment ou pas? Non, on est préparé physiquement, on a une hygiène de vie irréprochable. Il y a un barbecue quand même ce soir, non? Je pense que ce soir sera spaghetti bolognaise, parce que j'aurai pas le temps de faire le barbecue. Non mais là on a un pro du barbecue, donc il y en aura moins 2-3 dans la semaine. Il paraît que Vanessa qui vient d'arriver aussi est solide sur la bolognaise. D'accord, très bien. De toute façon, il y a 3 règles en déplacement. Hygiène de vie, rigueur morale, stabilité affective. D'accord. Ça, c'est Fabrice qui nous les a appris, ces 3 règles. Ah oui. D'accord. On va essayer de mettre tout ça en place. Allez, bonne émission, messieurs. Et merci pour le micro, je le rends à contre-cœur, mais je le rends. Faut le rendre parce que c'est H-6 maintenant. Allez, on est où Fred là du coup? Est-ce que tu peux nous présenter l'endroit? Alors là, on est sur ce qu'on appelle le roof. Le roof, c'est le toit en fait de l'immeuble télé. Donc il y a toutes les régies, tous les studios en dur des chaînes qui ont notamment tous les studios de la BBC dans cet immeuble. Là, juste derrière nous, c'est tout nouveau. Ils appellent ça le Media Pavilion. C'est ici qu'ont lieu les conférences de presse. Là, c'est un grand auditorium en fait, où il y a toutes les conférences de presse, les grandes conférences de presse. Et puis à côté, il y a plein de petits studios où tu peux faire ce qu'on appelle des one-on-one, des interviews en tête-à-tête. Par exemple, nous, on a envie de faire une interview avec Richard Gasquet. Il pleut. On peut se réfugier là et utiliser les facilités. Et donc cette terrasse, toutes les télés qui sont détenteurs de droits, qui ont les droits de Wimbledon, ont droit à un petit espace là, que tu payes, ils ne te le donnent pas. Et tu peux y faire tous tes duplex le matin ou dans la journée avec une vue d'extérieur. Tu vois, là, on a, si tu viens avec moi et on se rapproche, là, on rentre dans la position de beIN Sport avec notre caméra. Et quand tu te penches, tu vois le cours 14, le 15, le 16, le 17. Tu vois, là, il y a Musetti, Varillas qui vont débuter. Les joueurs viennent de rentrer sur le court. Tu as le center court qui est juste de ce côté-là. Et le numéro 1. Et est-ce que tu vois la colline là-bas? C'est la fameuse... Murray-Mount. C'est le Murray-Mount qui était le Henman Hill et qui est normalement la colline d'Arangui.
c'est comme ça qu'elle s'appelle, et qui est noire de monde dans la journée, c'est un vrai bonheur. Et donc tu as toutes les télés qui sont là, et de temps en temps tu peux voir venir les consultants prestigieux, hormis Fabrice Santoro et Sébastien Grosjean, que sont John McEnroe. Tu vois passer Ivan Lendl parfois. Tu voyais passer Boris Becker, mais il n'a plus le droit d'être là. J'espère que ça va changer. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, il y avait Todd Woodbridge qui était là, qui a joué avec Fabrice Santoro. Tu peux échanger des mots. Je lui ai demandé s'il nous avait apporté un PIMS. Il a dit non, parce qu'il arrive avec ses canettes de coca. Et tu as encore d'autres positions, tu vois, à l'étage pour d'autres télés encore. Alors, paradoxalement, ce sont des télés qui ont un petit peu moins de droits. C'est un peu moins prestigieux là-haut. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une fourchette sur combien coûtent les droits pour diffuser Wimbledon? Alors non, je n'ai pas le droit de te le dire. Ni une fourchette très large? Non. Un râteau? mais surtout, alors j'ai un chiffre, je suis même pas sûr que ce soit le bon, donc non, j'ai pas le droit. Ça, il faudra que tu demandes à Vanessa, notre responsable de la communication, qui sinon, je vois, elle a un teaser, et si je dis une connerie, clac. Donc non, j'ai pas le droit tout simplement parce que c'est dans les contrats, on n'a pas le droit d'en parler, quoi. C'est cher. Non, c'est pas cher, c'est hors de prix. Est-ce qu'on sait si Tim, la mauvaise, que Andy ait pris le nom de sa colline? Je crois pas. Et là, le problème pour les Britanniques, c'est de trouver le nom suivant. Harangue Hill est devenu la Fred. Hill. La Fred But. C'était ouf. Le mur est monde, mais il reste qui maintenant? Tu vois, et Evans n'a pas percé. On avait commencé à penser au truc de Raducanu. Mais elle a disparu. Donc, mais ce sera une vague vision, mais ils sont très très forts les Anglais pour ça. Ils vont trouver. Une anecdote sympa avec McEnroe? Oui, quand il arrive là, très sincèrement, il tire une gueule de 3 mètres de long, mais je pense que c'est pour éviter que les gens viennent le voir. Il arrive, il est beau, t'as pas envie d'aller le voir. Mais après, moi, je sais que j'avais fait, tu vois, par exemple, alors c'était pas ici, mais j'avais fait une fois une interview avec, il y avait McEnroe d'abord et j'avais Lendl ensuite. Ouais. Et je stressais à l'idée de faire McEnroe, qui a été un bonheur. Souriant, tout, on a fait une super interview. Et Lendl a été insupportable. Il me faisait des réponses de 2 mots. Il avait qu'une envie, c'était se tirer. Un vrai con. Du coup, tu as proposé à John le barbecue à la maison Bean ou pas? Non, mais alors je ne vais pas te donner les noms, mais on a souvent des joueurs français qui sont passés nous voir dans notre maison à Wimbledon, faire des soirées, prendre un coup, une bière, barbecue. Et j'ai proposé à une joueuse française, si elle avait envie de se détendre, parce que je la trouvais stressée en ce moment, et de se libérer de la pression, tout ça, de passer si elle le souhaitait. Elle m'a dit, j'ai très envie, je vais regarder avec le planning. Je ne pense pas qu'elle se libérera le temps, mais... Ah, pour cette année? Ouais, mais les portes sont ouvertes. Je pensais que tu avais proposé à une joueuse française il y a quelques années, et tu ne pouvais pas nous dire le nom, mais qu'elle était allée au bout et qu'elle avait remporté le plateau. Non, Marion n'était pas venue, elle n'était pas venue dans notre maison. Mais en tout cas, historiquement, la maison d'Eurosport à l'époque, de Canal avant et de beIN Sport aujourd'hui est toujours ouverte aux Français parce que c'est bon esprit. Les arbitres aussi viennent souvent nous voir. Magnifique. Le programme du jour, puisque je sais que tu as lu le WhatsApp que j'ai envoyé hier soir. Donc on a l'émission de Tom à 10h30. Après, on a nos obligations médias avec Tennis Legend. Ils doivent nous payer un café normalement. D'accord. Donc on passe la main pour le premier match. Premier match, c'est Lio qui le font. C'est Karatsev contre. Pas Van Haché. Contre Van Haché. Ouais. Et nous après, on fait l'ouverture du central. Avec Djoko. Ce sera multi-tennis. Il y aura Garcia en même temps. Et il y a en même temps Gasquet, je crois. Et ces 3 matchs-là, ils vont jouer en même temps. Et sur B2, ils feront Swiatek qui joue sur le 1. Et après, ils reprennent la main. Ils devaient faire Kyrgios, mais ils feront Loco Lirud, je pense. Ouais. Et nous, on revient pour la session d'après, où là, il y a Bonzi Maillot. Ouais. Un des 3 derby, c'est ça? Ouais, il y a aussi 2 autres gros matchs en même temps, donc multi-tennis pareil. Et puis on verra à quelle heure il est, à quelle heure ça nous amène pour cours central ce soir avec Marie. Si c'est nous qui terminons, qu'ils ont le duplex, ou si c'est eux qui reprennent une dernière tranche et qui font le duplex. Impeccable. Voilà. Vous avez donc le planning du jour. On va passer une belle journée, ensoleillée comme toujours ici. En fait, les doublettes ne sont jamais fixes. Mais en revanche, comme on fait un match sur 2, sur une journée, c'est la même doublette. Donc là, la doublette aujourd'hui, pour moi, elle est avec Fabrice. Donc on a l'émission ce matin. Après, on fait la deuxième rotation avec le début du Center Court Novak Djokovic. Mais en même temps, il y a Caro Garcia. Et en même temps, il y a le match de Richard Gasquet contre Moutet. Et puis, il y aura encore une 3e rotation faite par Lionel Buton et Lionel Roux. Et nous, on reviendra pour une 4e rotation parce que, en gros, le programme parcours, c'est 4 matchs, sauf sur les 2 principaux où il y a 3 matchs, mais il commence 1h30 plus tard.
Donc on reviendra pour une 4e rotation qui va peut-être nous emmener jusqu'à l'émission Center Court du soir, où là on sera en duplex encore, ou alors il y aura une 5e rotation parce que les matchs durent, et ce sont les 2 Lionel qui feront le duplex derrière avec l'émission de Marie-Patrick. Et l'émission est à une heure précise ou c'est fin de match? C'est fin de journée, en sachant qu'on n'ira pas plus loin que 23h30 parce qu'il est minuit et demi en France déjà et qu'on pense que les gens vont commencer à se coucher. D'accord. Donc nous voilà lundi 3 juillet, premier jour de Wimbledon, forcément un moment que l'on attend avec impatience chaque année après avoir vécu une très belle quinzaine à Paris. On se retrouve, tout le cirque du tennis se retrouve ici à Londres et plus précisément à Wimbledon, à quelques pas du village. Donc c'est un rendez-vous important, un rendez-vous à ne pas manquer dans le temple du tennis. On voit que tout a été soigné dans la préparation, les Anglais préparent et organisent ce tournoi dans le moindre détail. Il n'y a pas un coup de pinceau qui n'a pas été donné, il n'y a pas une fleur qui dépasse, et tout est parfait, sans parler bien évidemment des cours qui sont de toute évidence les meilleurs cours en gazon du monde, où on a l'impression de jouer dans son salon. C'est tout simplement exceptionnel. Le code couleur du tournoi est magnifique, le vert et le mauve, 2 couleurs qui se marient parfaitement et qui sont vraiment l'ADN du tournoi. Donc moi je suis toujours excité quand j'arrive ici. Je l'étais en tant que joueur, un tournoi que j'ai découvert au début des années 90. À l'époque, il était surtout attaché à de vieilles coutumes. Et on se disait qu'il y avait plein de choses à faire. Et le virage a été pris par les organisateurs de très belle manière parce qu'il a à la fois su garder son histoire et sa différence, tout en évoluant de manière incroyable. Parce que le tournoi est devenu extrêmement moderne, parfaitement organisé. Et aujourd'hui, que l'on soit spectateur, journaliste, joueur, partenaire ou autre, enfin tout le monde y trouve sa place et donc est accueilli à Wimbledon de très belle manière. Je crois que les portes viennent d'être ouvertes. On voit tout le monde rentrer dans le stade. Les joueurs que tu vois aller donc de gauche vers le vestiaire principal ici à droite sont ceux qui viennent de s'échauffer, s'entraîner à Rangis Park. La zone d'entraînement qui est remarquable avec là aussi des vestiaires top niveau, énormément de cours d'entraînement, peut-être une vingtaine, et une salle de gym, une salle d'échauffement immense. Voilà, tu peux filmer chaque coin, chaque recoin du stade, tu verras que rien ne dépasse, tout est parfait. C'est un sans faute Wimbledon. Ils sont forts ces British. Et toi personnellement, sur une première émission comme ça, jour de rentrée, même si Roland Garros c'était on a l'impression il y a 4 jours, oui. Est-ce que tu ressens un peu d'adrénaline, un peu de pression? Ouais. Comment tu gères tout ça, cet exercice? Déjà la chance et le privilège d'être là, franchement, parce que beaucoup de gens rêvent de venir ici, parmi les passionnés de tennis et parmi mes amis aussi, mais malheureusement je n'ai pas les moyens de les faire rentrer. Et à chaque fois que j'arrive ici, je me dis que je suis chanceux, je prépare ce tournoi le mieux possible. Ce qui compte sur une première journée prise d'antenne comme ça, c'est de parler un petit peu des forces en présence, des favoris, des outsiders et des bleus, bien évidemment. Voilà un petit peu ce que l'on va aborder aujourd'hui. Qui peut battre Novak Djokovic? Quel Français ou Française pourrait aller en 2e semaine? Quelle est la favorite dans le tableau féminin? Voilà un petit peu comment on va préparer cette première émission. Est-ce que tu peux me raconter une belle foirade, un beau truc qui s'est passé, qui est sympa, ici, qui fera plaisir à tout le monde de se dire « Ah, Monsieur Santoro, de temps en temps ». Non, mais quand on fait de l'antenne, on parle beaucoup. Et plus on parle, plus on a potentiellement la possibilité de se tromper, de dire des bêtises. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice, ça fait partie du jeu. Quand on joue au tennis, on fait pas que des bons matchs, et quand on est consultant, on fait pas que des bons matchs non plus. Donc voilà, moi je dis ce que je pense en permanence. Parfois l'histoire et la suite me donnent raison et à d'autres moments je me ramasse. Mais c'est pas grave, je continue de dire ce que je pense parce que ça vient du cœur et c'est vraiment mon ressenti. Un exemple concret de prono où tu n'étais pas dedans? J'ai pas là d'exemple précis, il faudrait me laisser un petit peu de temps, mais non, là comme ça, ça va venir dans les prochaines minutes, mais là par exemple dans le tableau féminin, je me dis que la numéro mondiale n'est pas favorite. Voilà, je vois mieux Zabalenka ou Rybakina. Maintenant, il est possible que Swiatek soulève le trophée dans 2 semaines. Mais pour moi, elle n'est pas dans les 2 favorites. Locoli, Casper Ruud, sachant que Casper a passé sa préparation au gazon à regarder des concerts de The Weeknd en Scandinavie.
Casper n'est pas à l'aise sur cette surface, tout le monde le sait, à commencer par son adversaire du jour. Il a le collier a une belle carte à jouer, puisque lorsque l'on affronte un des meilleurs joueurs au monde, on ne se dit pas souvent j'ai la possibilité de le battre. Et là c'est le cas, et je pense qu'il y aura match et une opportunité à saisir, clairement. Okay. Un mot sur Bein en tant que diffuseur en particulier, Bein/Wimbledon. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Aujourd'hui, je pense que Bein, depuis la création de la chaîne en 2012, la chaîne s'est énormément développée. On a commenté beaucoup d'événements à travers le monde. J'ai eu la chance d'être à l'antenne pour le premier match diffusé par Bein Sport. C'était en mai ou juin 2012. Quelle affiche? Comment? Quel match? Je me souviens plus du match. C'est peut-être même en juillet, je crois que c'était les Jeux Olympiques. Ici à Londres d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Depuis 2014, on diffuse ce tournoi de Wimbledon. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui est ancré et qui fait partie. Voilà, on associe clairement aujourd'hui Bein Sport à Wimbledon. Un tournoi qu'on n'a pas eu la chance donc, de diffuser en 2020 pour des raisons Covid, le tournoi n'ayant pas eu lieu. Mais voilà, là encore en 2023, on est là. J'espère qu'on aura encore de nombreuses années à se retrouver, toute l'équipe. On est une petite cellule. On loue 2 maisons à proximité du stade. Donc voilà, on est une petite dizaine présents ici à se retrouver. Donc 2 maisons avec 5 chambres. Et c'est bon enfant, on fait nos courses, on cuisine. Enfin, ils font les courses, ils cuisinent. Je mange, non. Non, mais chacun s'y met un soir. Voilà, on se prépare des petits dîners sympas. Fred est le roi du barbecue. Franchement, on a une petite cellule, comme je te le disais, une dizaine de personnes à peine, et l'ambiance est juste fantastique. Bon, allez, on va faire un petit tour sur le cours 18. Un cours, je vais t'expliquer. Très bien. Nicolas Mahut, John Isner, ça te parle? C'est là. Ça s'est passé là. C'est ici qu'ils se sont battus pendant 3 jours. Voilà. Mythique. Un match 11h06, je crois. 70-68 Ouais. au 5e. Un record qui sera probablement jamais battu. Et beaucoup d'admiration et de respect pour les 2 joueurs, le vainqueur comme le vaincu. Et ça Salut Nico. Ça te fait quoi qu'il n'y ait plus la possibilité d'avoir ces scores interminables au 5e avec le Super Tie? C'est un éternel débat. Toi personnellement, c'est quoi ton ressenti là-dessus? En fait, j'ai pas d'avis parce que j'ai des avis et des contre-avis. Aujourd'hui, on parle de quoi? On est là pour parler justement de ce record. Mais quelque part, le vainqueur n'a pas eu la possibilité de poursuivre son parcours parce qu'il était complètement exténué à l'issue du match. C'est un petit peu regrettable. Je crois qu'on peut avoir de très bons matchs de 2 heures, 4 heures, 5 heures. Est-ce bien nécessaire d'aller jusqu'à 11? Pas forcément. Mais encore une fois, on parle de ce match et de ce record qui ne sera jamais battu. Quand on fait un petit peu un sondage, et c'est un exercice auquel je me suis livré récemment, j'ai demandé aux fans de tennis quel était le format idéal pour un match. Souvent, les gens se retrouvent sur une tranche de 2-3 heures. D'accord. Mais ce qui est un peu un format spectacle. Ouais. Quand on va voir un concert, on n'a pas envie que ça dure 1 heure, on n'a pas envie que ça dure 6 heures. On a envie que ça dure 2-3 heures. Un bon film, c'est 1h45, 2h15. On est dans une société de consommation et je pense que le format de 3 heures convient à une grande majorité. Fred, en cas de pluie sur la quinzaine, parce que on reste à Londres après tout. Comment vous faites? Sur la quinzaine, ça va arriver, ça peut même arriver dès demain. Alors là, ils sont pas là, mais on a des parapluies pour la position là, terrasse. On est embêté jusqu'à 13h. Exactement. Parce que 13h maintenant, tu as le numéro 1 qui commence et 13h30, tu as le central. Et donc après, on a du tennis toute la journée, quoi qu'il advienne. Ouais. Pour l'antenne. Ouais. Après, il y a d'autres choses à gérer, mais là, c'est les organisateurs pour le planning. Mais franchement, c'est très confortable. Il y a au pire, tu vois, là, il est 11h, il y a au pire 2 heures d'attente. Et les parapluies, d'accord, mais s'il pleut, si c'est un déluge, vous rentrez tout le matos, vous vous mettez ailleurs, vous gérez comment? Ou tout simplement, vous ne bossez plus?
Ah non mais on bosse, mais la terrasse, si c'est le déluge, la terrasse elle sert pas. Ouais. Mais comme tu as pu le voir dans le cas régie, on a des caméras aux positions commentateurs, on peut tout faire de là-bas. D'accord. L'émission elle est faite à Paris, ça change rien. Et là on bâche, mais non, franchement on n'est pas, c'est plus un souci. Ça y est, j'ai connu des Wimbledon noirs où vraiment ça jouait pas, il n'y avait pas le toit, ou après il y avait que le central et c'était vraiment pourri. Non là maintenant on n'est plus inquiet. Moi j'ai connu en tant que joueur, il y a eu 3 jours de pluie sans interruption, non-stop, pas de toit à l'époque, donc une zone joueur, restaurant bien moins sympa qu'aujourd'hui, des vestiaires qui étaient en bout de piste et c'était vraiment galère à l'époque. Mais ça avait joué le dimanche? À l'époque je me souviens pas. Il y en a eu quelques-uns. Hein, Ouais, je pense que ça avait dû jouer le dimanche, ouais. Ouais. Mais ils étaient restés quand même sur les premiers tours de double en 5-7. Parce qu'ils sont forts les Anglais, ils te font les toits comme ça, t'es plus embêté si la météo est pas bonne, mais ils te font jouer le dimanche quand même. Et tu vois, ça c'est un truc à Wimbledon que je regrette, c'est le middle Sunday off comme ils disent, parce que c'était un vrai jour de bonheur. Ça n'existe plus. C'est mort, c'est fini, on bosse le dimanche. Ça permettait de faire un barbecue à midi. Bon Fabrice, Ouais. revenons un petit peu quand même sur ton expérience en tant que joueur, et puis après peut-être commentateur. À Wimbledon, c'est quoi les souvenirs ici? Alors en début de carrière, j'étais vraiment pas à l'aise sur cette surface, parce que j'étais uniquement un terrien, un joueur défensif. Et j'ai même fait l'impasse sur ce tournoi de 91 à 97. Ah oui. Je ne suis pas venu ici à Londres parce que je prenais des vacances après la longue saison sur terre battue. Et j'enchaînais par d'autres tournois sur terre battue en juillet. Et puis mon jeu a évolué, il y a eu une transition en 96, 97. Le double notamment. Exactement, jeu vers l'avant, beaucoup plus de pratique du double, plus de service volé, un service qui était en progrès. Et donc au fil des années, je suis devenu vraiment à l'aise sur cette surface et j'étais content quand la saison sur gazon arrivait. Avec notamment en 2001, je fais une finale à Halle où je bats Rafter donc dans le tournoi de préparation. Et j'arrive ici donc en pleine confiance, je suis ravi de retrouver le gazon londonien, je me dis que ça a bien fonctionné. Je suis au 3e tour, semble-t-il, et c'est la naissance de ma fille. Ah! Donc j'abandonne. Ah ouais, tu pars carrément. Je pars au milieu du tournoi. Enfin, je savais que voilà, la naissance de Jenna était imminente, mais c'est l'année où peut-être où j'aurais pu aller un peu plus loin. Injouable de faire l'aller-retour? Ouais, j'ai 50 ans, j'ai qu'une fille, donc il ne fallait pas rater le moment. Ah, tu m'étonnes. Incroyable. Génial. Et du coup, l'évolution du gazon, qui était peut-être plus rapide à l'époque, qui devait servir à ton jeu de double. D'ailleurs, tu as gagné en double. Finale. Avec Mika. Avec Zimonjić. Ah, c'est ce que j'ai dit. Je crois, mais en fait, j'ai zappé pas mal de choses de ma carrière. Incroyable. Ouais, c'est fou. T'es passé où pendant tout ce temps? Donc, non, mais je pense qu'on a fait une finale avec Nenad. Ok. Et avec Mika, peut-être demi. Avec Olivier Delette, demi aussi. Ah ouais, propre. Ouais. Et tu l'as senti, toi, l'évolution du style de jeu sur gazon, le fait que les conditions soient ralenties? Ouais, il y a eu un changement, mais radical. Au début, fin des années 80, début des années 90, tout le monde se faisait service volé. Même celui qui avait une première, deuxième, il jouait vers l'avant parce que c'était compliqué de tenir l'échange en fond de cours. Après, il y a eu la fameuse année où le gazon a évolué, le jeu a été clairement ralenti avec Nalbandian, Mali, C8. Cette année-là, je crois que c'est les 3 joueurs qui étaient demi-finalistes, me semble-t-il. Ah ouais. Comment ils ont fait pour le ralentir, tu sais? Plus dense? C'est un peu c'est un peu technique. Je crois qu'il y a plus de ça, plus de densité, peut-être les. De grain? Non, mais peut-être les herbes plus rapprochées. Et... Enfin, je sais pas, c'est trop technique pour moi. De quoi on n'a pas parlé sur ton nom? Il y a tellement de trucs à dire. J'aimerais que tu me racontes un peu une ou deux anecdotes que tu as vécues, vestiaire, soirée, les offs un peu du tournoi que tu peux balancer parce que maintenant tu es à la retraite. Ouais, c'est ça, prescription. Non, les soirées elles se passent uniquement au village en fait. C'est souvent des soirs de défaite où vraiment le village de Wimbledon est transformé. C'est un peu l'annexe du tournoi. Ouais. Et les joueurs. Quand tu dis village, c'est la petite ville, c'est pas dans l'enceinte du stade. Exactement, c'est dans cette direction, là, 1 kilomètre à peine. Et donc pas mal de restos, beaucoup de joueurs logent dans les alentours, louent des maisons, des appartements, viennent au stade à pied. C'est un peu la particularité du tournoi, ça ne se passe pas comme ça à Melbourne, Paris ou New York. Et donc on retrouve le soir dans le village pas mal de joueurs qui se promènent, ont leurs habitudes dans tel ou tel resto. Et quand ils perdent, souvent il y a une soirée où ils débordent un petit peu. T'avais tes habitudes dans le pub où ils ont retrouvé Nick Kyrgios à 5h du mat, le Fox and...
Foxen Dog, ou... Fox and ouais. Dog and Non, Fox, non, moi je suis pas. Tu sais ou pas? Non. Ah oui, Non mais c'est ça, c'est un truc un peu comme ça. Non, je vois, j'arrive à les situer, mais non, je suis pas un couche-tard moi en fait. Hein. Ah ouais? Non, je suis pas très à l'aise la nuit. D'accord. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce sublime tournoi? En fait, là où le Wimbledon est extraordinaire, c'est que c'est un tournoi qui a su garder ses traditions tout en se modernisant énormément. Voilà, au début des années 90, le tournoi avait beaucoup de retard. Et c'était mal organisé, les joueurs n'étaient pas forcément bien traités, salle de repos n'était pas confortable, les vestiaires non plus, les transports, et ça fonctionnait mal. Et puis au fil des années, il y a eu une évolution et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux de venir à Wimbledon. Tu louais une maison à l'époque? Ouais, maison ou appartement. Il m'est arrivé de rester à Londres à l'hôtel en début de carrière, mais c'est pas pratique, trop Parce loin. que c'est la tradition un peu ici de louer des baraques. Tout le monde, tout se passe dans ce secteur-là. Tu faisais ça en famille? Exactement. Avec ton staff? Staff, famille, il fallait louer une maison, 3, 4 chambres. On prend nos marques ici. C'est sympa, c'est plus convivial que sur les autres tournois, j'imagine. Quand on fait le tour du monde 8 mois par an, on est tellement content d'arriver sur un tournoi et se dire ce soir je vais ouvrir le frigo quoi. Allez. Ouais, je vais me cuisiner quelque chose, je vais recréer un semblant de chez moi. Ouais. À Paris, après tu devais dormir chez toi, j'imagine. Comment? À Paris. À Paris, je dormais à la maison, ouais. Très bien. Un souvenir avec la reine d'Angleterre? Non, toujours pas. À venir. Bien sûr. Enfin, c'est un peu compliqué, mais un truc pour nous faire comprendre un peu le côté royal. Est-ce que, je sais pas, tu as fait une soirée avec Murray ou j'en sais rien, où tu as été au contact du prince, où tu t'es dit ah ouais, ça marche comme ça ici en Angleterre, c'est tel protocole, c'est telle manière de fonctionner par rapport à la France. Je sais pas, tu as un souvenir peut-être? C'est rempli de protocoles. Ouais. J'ai pas de souvenir avec la famille royale. Je me souviens de mon seul et unique match disputé en simple sur le central. C'était face à Andy Murray. Ouais. C'était vraiment en fin de carrière, peut-être 2008-2009. J'étais très content d'avoir cette opportunité avant de ranger mes raquettes. Et il y a beaucoup de mise en scène, de protocoles, notamment lorsque l'on est programmé sur le center court. Le chemin du vestiaire au terrain est très particulier, où c'est vraiment un gars en tenue qui vient te chercher au vestiaire, qui te demande de le suivre. Tu prends le couloir avec une moquette qui fait 20 cm d'épaisseur. Et toute l'histoire du tournoi sur la partie gauche du mur. Et si tu n'as pas encore la boule au ventre, c'est à ce moment-là qu'elle arrive. Et c'était en quelle année contre Murray? Je pense peut-être 2008. Il n'était pas encore opéré, il n'avait pas encore eu ses pépins physiques. Non, toujours. J'ai revu les images il y a 2 semaines, je crois. Tu fais une grosse partie quand même. Hein. Enfin, bon match, j'étais pas tout jeune, hein, j'avais 35-36 ans. Tu l'embêtes, hein, clairement. Mais j'étais vraiment content de jouer sur le central et de jouer contre lui. Ouais. D'autant plus qu'il quand il est arrivé sur le circuit, il est venu me voir avec sa maman en me disant qu'il s'était beaucoup inspiré de mon jeu. Donc, venant de la part d'un tel champion, j'étais assez flatté. Ouais. Et se retrouver donc dans le plus beau cours de Wimbledon, c'était un moment particulier. Fabuleux. Il n'y a pas les légendes ici à Wim? Si, il y a les légendes, j'ai joué de 2010 à 2019 chaque année. Ah ouais? Et qui organise? Mansour? Non, pas ici. Mansour est le king à Paris. Ouais. Ici, c'est interne, hein, c'est l'organisation du tournoi qui invite un certain nombre de joueurs. Il y a des double messieurs, double dames et double mix depuis 1 an ou 2. Et depuis 2019, qu'est-ce qui s'est passé? 2020, le tournoi n'a pas eu lieu et depuis, j'ai pas rejoué. D'accord. Cette année? Non. Non plus? Non, je n'ai pas joué cette année. À la trappe? Non, mais cette année, je vais faire une partie du tournoi de Paris, début de deuxième semaine. Et c'est le moment où se dispute le trophée des légendes. Merci Fab pour cette intervention pour la 98e fois sur Tennis Légende. C'est vrai, hein, ça commence à faire. Hein. On commence à le voir souvent. Non mais vous, quelle est votre expérience de cette première journée à Wimbledon? C'est dingue, non? Alors, moi c'est mon 10e jour à Londres, parce que je suis arrivé 3 jours avant les qualifs. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 2 vies que je suis ici. Ouais. J'ai adoré Roehampton, merveilleux. La campagne, ce sentiment de proximité des cours, des joueurs, hyper décontracté, très agréable. La première fois que j'ai visité Wimbledon,
J'ai pris une claque énorme. En plus, il n'y avait personne, donc j'ai vraiment eu le temps de... Voilà. Et puis, j'ai la chance de loger dans une maison Bathgate Road. Juste à côté, Ouais. à Bathgate. Absolument. À côté de Southlands, les camps Mhm. d'entraînement. Et la dernière fois qu'elle avait été louée, c'était Capriati il y a 23 ans. D'accord. Donc, je suis vraiment dans un environnement ultra privilégié. Et je me régale. Et puis, c'est un bonheur de découvrir ça avec toi, notamment, et Fred. Non, mais moi je suis, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure à l'antenne avec Fred, et c'est vrai que je me sens privilégié chaque année de venir ici. Et j'ai toujours été impressionné par le traitement de chaque centimètre du stade. On a l'impression que rien n'est laissé au hasard, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Et même dans les allées, il y a toujours des responsables des gardes, des responsables de la sécurité qui veillent à ce que rien ne dépasse. Si tu dois te mettre là pour patienter, tu dois être là, tu dois pas être là, quoi. Et c'est très très british, mais aussi extrêmement moderne. Et je crois qu'avec la patte de Tim Henman depuis quelques années, le tournoi a vraiment bien évolué. Je vous encourage à regarder les ramasseurs de balles sur Oh là là. Bein Sport. Ouais. Ils sont presque flippants. Ils sont tellement tendus, Robotique. robotiques. Ouais. Le bras est comme ça, le Ouais. buste relevé, le visage fermé. La pression est plus importante que sur les épaules de Djoko. ils ont une pression de dingue, les ramasseurs. Ah, clairement, très clairement. Mais bon, être ramasseur de balles à Wimbledon ou à Roland-Garros, c'est une expérience dingue. C'est fabuleux. C'est fantastique. Ouais, on m'a dit que le gazon de Roehampton était très différent de celui de Wimbledon. Ouais. Et donc assez compliqué pour les joueurs en qualif de s'acclimater aussi vite. C'est quand même des conditions de jeu. Tu te souviens, toi, avoir une tension différente, un matos différent, les chaussures à picot, devoir apprivoiser tout ça, ou finalement la transition, elle se faisait bien? J'ai pas joué moi Roehampton. T'as jamais fait les qualifs à J'ai Roehampton? jamais fait les qualifs. Quel homme. Ouais, non. Tout de suite, ça le fait. Ça pose le cadre. Non, j'ai jamais joué les qualifs ici, donc j'avais toujours mes chaussures à picot, indispensables pour ne pas se ramasser et se blesser aux adducteurs notamment. La tension de la raquette, pour moi, elle pouvait évoluer. Je pouvais avoir deux raquettes quand il y avait un petit peu de vent de face ou vent dans le dos. Mais ouais, je ne peux pas comparer les conditions de jeu entre Wimbledon et Roehampton. Très bien, merci de me laisser galérer seul dans cette Ouais, interview ouais. qui n'a pas de début et n'aura jamais de fin. Un détail important, Fab, comment tu prépares tes matchs quand tu commentes? Alors, déjà, je suis toujours avec mon ordinateur à D'accord. l'antenne. Donc, j'ai des fiches. Je regarde un petit peu les head-to-head, les face-à-face entre les joueurs, voir ce qu'ils ont fait les semaines qui ont précédé le tournoi. Là, surtout sur gazon, mais aussi ce qu'ils ont fait globalement depuis le début de l'année. Et voilà, après, je donne mon avis en fonction du déroulement de la rencontre, sur le plan tactique. J'ai pas une analyse très technique pendant les matchs. Je trouve que la technique est moins accessible pour le téléspectateur que la tactique. Expliquer à tel moment ce joueur va plutôt servir là parce que depuis le début du match ça s'est passé comme c'est beaucoup plus accessible pour le téléspectateur que de dire il a mis ses épaules comme ça, planté son appui, sa hanche qui n'est pas assez tournée. Là c'est beaucoup trop complexe. Donc voilà, mon analyse est beaucoup plus tactique que technique. Et tu lis l'équipe ou des sites pour aller chercher des anecdotes? Ouais, je me promène un petit peu, c'est tellement facile aujourd'hui. Il faut, avec une connexion, on trouve ce que l'on veut en quelques clics. Donc voilà, j'ai souvent des infos et je considère que pour être un bon consultant, en tous les cas c'est mon expérience après plus de 10 ans maintenant, il faut être pointu dans ses analyses, il faut des anecdotes et de l'humour. Voilà, avec ces trois ingrédients, on arrive à livrer un bon match aux téléspectateurs. Allez, bon match. Merci Yes, Fab. ciao. Fred, où est-ce que tu m'emmènes? Donc là, c'est tout nouveau. On est donc sur le toit du Broadcast Center. Et c'est tout nouveau, c'est le Media Pavilion. C'est bien fait, c'est écrit. C'est ici qu'ont lieu les conférences de presse. Dans le grand amphithéâtre, quand c'est Novak Djokovic par exemple. Et puis tous les petits studios qui sont mis à la disposition des détenteurs de droits, toujours en payant. Allez, on y va. Donc, Media Pavilion. Donc le Media Theater, c'est là où ont lieu les grandes conférences de presse. Ouais. Et on doit pouvoir rentrer, je pense. Voilà, c'est ici qu'ont lieu les grandes conférences de presse. Oh, c'est Notamment sublime. quand le gars remporte Wimbledon ou la joueuse. C'est tout nouveau, hein, c'est tout neuf. Ah ouais, première année? Première année? Première année, oui, ça a été inauguré là, à l'occasion de ce tournoi de Wimbledon. Sublime. Là, faut qu'on se fasse un petit truc ensemble derrière là. Ok, c'est mon quart d'heure de gloire. Conférence de presse de victoire à Wimbledon. Hello à tous.
Monsieur Viard, une question peut-être? Oui, question pour beIN Sport. Ça fait quoi, Max, d'être à la place de Caroline Garcia lorsqu'elle va célébrer sa victoire à Wimbledon dans 15 jours? Forcément, je suis très honoré déjà d'être devant à peu près 350 journalistes. Caro, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je crois que c'est un petit peu délicat. Ça veut dire que physiquement, je crois que c'est un petit peu dur. Ça veut dire que tu as géré, tu as peut-être mis 1, 2, 3, 4, 5, 7 roustes, qui sait. Et si tu es là dans 2 semaines, bravo. Autre question, M. Viard, ou on continue la visite du All England Club? On continue avant que les vigiles arrivent. Allez, go! Donc c'est le grand amphithéâtre pour les grandes conférences de presse, mais tous les joueurs ne sont pas demandés par tous les médias. Donc, tu as ici un centre de dispatch qui gère tous les studios. Tu vois, par exemple, tu as un studio avec fond vert ici. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et ben, tu fais les interviews et le fond vert, on peut mettre toutes les images qu'on veut. On peut mettre Tennis Legend? Tu peux mettre Tennis Legend, tu vois, par exemple, tu vois, là, c'est la dame que tu viens de voir assise, tu peux lui mettre derrière comme si elle était assise sur la terrasse de Wimbledon. Très bien. Alors ici, c'est très important. En fait, dès que tu demandes un joueur, en fait, t'es jamais en contact direct avec les joueurs. Tu vas ici ou en bas au centre média et tu dis je voudrais avoir Richard Gasquet aujourd'hui, vainqueur ou perdant. Ouais. Et après, ils vont proposer au joueur qui dit oui ou non. Et c'est affiché là que tu auras, par exemple, à 16h45, Richard Gasquet dans le petit studio, sur le roof à ta position ou dans le grand amphithéâtre. Très bien. Et tu as d'autres studios, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Tu vois, tout ça, ce sont par exemple des petites salles d'interview. Quand il y a 5-6 journalistes qui demandent un joueur, on l'emmène là plutôt que d'utiliser la grande salle. Tu peux nous montrer la petite salle ou ça n'a pas d'intérêt? Tu peux, je ne sais pas si elle est ouverte. Hello. Sorry, just filming. Ok. Là, c'est la même en plus petit, moins prestigieux. Et est-ce que les joueurs sont faciles à booker, parfois un peu touchy, un peu compliqué? Comment ça marche? Imagine, tu veux faire Novak Djokovic. Il y a 50 télés qui me demandent tous les jours, tous les 2 jours. Et c'est lui qui choisit. Donc c'est très compliqué, c'est le relationnel que tu peux avoir. Si c'est un joueur de ton pays, si généralement ils font en sorte que tu l'aies toujours à un moment donné, si tu as les droits, ils font en sorte quand même que tu puisses faire un peu de choses. Mais c'est très compliqué. Tu vois, là tu as encore des tas d'autres studios. Les joueurs français jouent le jeu habituellement? Ouais, les joueurs français sont toujours dispo avec beIN Sport. Et on sait pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont conscience que c'est important de dire oui à une chaîne française. Mais ils disent oui, j'imagine aussi aux radios, pas aux autres télés, parce qu'il n'y a que nous. mais non, ils font le job, franchement, ils font le job. Ok. Le joueur se dit aussi c'est bon pour sa com, sa popularité. Est-ce que ça joue, tu penses? C'est dans les mœurs, tu vois, du tennis, de faire une conf après match. Alors après, c'est parfois plus compliqué s'ils ont perdu. Tu vois, ils ont moins de temps. Généralement, ils font la grande conférence à la limite et puis ils font tout d'un coup pour pas avoir à passer trop de temps. Mais très sincèrement, souvent, ils jouent le jeu. Tu vois, par exemple, là, Richard Gasquet, il est venu dire 2 mots à l'entraînement ce matin. Il y avait Laurent Bido qui était là avec la caméra. Je sais que si Caroline passe, elle dira un mot aussi. Non, franchement, ils jouent le jeu. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir dans le coin? En fait, tu as d'autres studios qui sont exactement les mêmes. Donc, mais c'est pour montrer quand même que tout est fait en sorte de te faciliter la vie quand tu es média. Je te parlais de modernisme tout à l'heure. C'est le temple des traditions, mais c'est upgradé tous les ans, quoi. Tu t'endors pas sur la technique, tout fonctionne très très bien. C'est un vrai bijou. J'imagine que tu es allé à l'Australian et l'US, sans parler de Roland. Est-ce que c'est aussi bien organisé et moderne là-bas, ou lequel est le plus fort? Ils se poussent les uns les autres. T'as un grand chelem qui upgrade, qui fait un truc bien. Et donc du coup, comme c'est les mêmes journalistes que les tournois du Grand Chelem se visitent les uns les autres, ils disent tiens, ça c'est pas mal, on va faire ça, et ils se poussent les uns les autres. Tu vois, t'en as pas un qui s'endort. Si t'en as un qui s'endort, ça va vite se savoir. Ouais. Les joueurs, déjà, tout est fait pour que les joueurs soient bien. Mais si les médias commencent à râler, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Laurent, donc toi tu es voltigeur chez beIN Sport. Déjà, tu m'as dit que tu bougeais beaucoup, donc tu avais besoin d'un chaperon. Oui. Ouais, alors avec un R. Exactement, les chaperons, mais c'est un mot que j'ai découvert en anglais lors de mon premier Wimbledon. En fait, c'est des représentants du tournoi qui suivent toutes nos activités, qui nous disent là où on a le droit d'aller, là où on n'a pas le droit d'aller, qui nous facilitent les choses aussi. Donc, d'accord. On a besoin d'eux. Je t'avouerai que la première année, je les ai un peu oubliés et je me suis fait tirer l'oreille. Donc maintenant, il faut toujours avoir un chaperon avec soi. Comme ça,
Parce qu'il y a des zones où on ne peut pas interviewer, il y a des zones où on ne peut pas filmer. Donc eux, ils savent tout. Et puis en plus, ils sont sympas, ils nous arrangent les choses assez régulièrement. Alors dis-nous, voltigeur, en quoi ça consiste? Montre-nous ton bureau et commence quand même par nous dire le nombre de Wimbledon que tu as couvert. Mais si tu veux nous faire un état des lieux, un tour des lieux en même temps. Oui, alors mon bureau, c'est tout Wimbledon, hein, on va dire, parce que moi je voltige justement un petit peu partout, mais il y a plusieurs moments dans la journée. Le premier moment, c'est la première émission à 10h30 heure locale, où là je suis au practice, donc c'est de l'autre côté de Wimbledon, c'est assez loin. D'accord. Et le reste du temps, je suis très souvent ici. Alors ici, il n'y a personne parce qu'on est au début de la journée, mais dès que les matchs sont terminés, les joueurs viennent ici. C'est ce qu'on appelle la zone mixte. Avant, elle était de l'autre côté, elle était ce qu'on appelait le balcony. Maintenant, c'est ici, c'est nouveau cette année. Donc c'est la zone mixte, et là, tu as tous les diffuseurs télé qui sont réunis ici. Donc ça correspond à des box. Et on a des... Donc là, beIN Sport peut être là, BBC ici, peut y avoir Sky, tout le monde est là. Et c'est ici que ça se joue. Donc nous, on fait nos demandes le matin. Par exemple, si je veux parler à Novak Djokovic aujourd'hui, je l'ai demandé. On verra le résultat tout à l'heure à l'issue de son match. J'ai demandé s'il gagne ou s'il perd. Et après, à lui de dire oui, non, enfin son staff. Et en général, il dit plutôt non, Novak, donc il dit oui à BBC, à la télé serbe, à Eurosport parfois, enfin il dit oui à 4 télés. Mais il y en a qui disent oui à tout le monde, donc ils font tout le tour. D'accord. Ça c'est, après les matchs, je suis toujours ici. Pendant les matchs, je me promène, je suis un petit peu à l'affût d'une histoire ou autre, parfois des histoires autour des familles des joueurs, comme l'année dernière avec la famille Tan. J'étais juste derrière, elle venait de gagner là sur le cours numéro, ça doit être le 12. Et à la sortie, j'ai interviewé toute la famille, notamment sa nièce. C'était un moment hyper sympa. Et ça c'est essentiel. Et puis dans le reste de la journée, je me promène, ça peut être sur la colline où on va interviewer des spectateurs, ça peut être de l'autre côté, on est un petit peu à l'affût, quoi. Et toi qui connais Wimbledon comme personne, c'est quoi la vue là-bas, au loin? Ah, excellente question. C'est quelle partie de Londres? Alors, honnêtement, souvent on ne le voit pas. Parce que souvent c'est extrêmement nuageux. Moi je dirais que c'est la City, mais je ne maîtrise pas assez bien. On a une info en back-office ou pas? Ouais, c'est la City. Ouais, c'est la City. Celui qui est un peu en courbé s'appelle le Gherkin, c'est effectivement le centre de la City. Ah bah voilà, c'est la City. Honnêtement, on n'a pas le temps de faire du tourisme pendant Wimbledon. Tu nous as dit le nombre de Wimbledon que tu as couvert? C'est mon 3e. D'accord. Mon 3e. Je suis arrivé pour l'année du confinement, où c'était très particulier. Moi, je trouvais ça immense, mais en fait, il n'y avait personne. Et les conditions de travail étaient difficiles. L'année dernière, c'était vraiment beaucoup plus sympa. Et là, ça devrait être très bien aussi. Et avant, tu faisais quoi? Moi, je suis mais un petit peu comme Fred, je suis un spécialiste du rugby, du foot aussi. Et puis, je commente régulièrement du tennis depuis plusieurs années sur beIN. Tu joues? Je joue très mal, mais je joue. T'es pas classé? J'ai été, mais j'ose pas donner mon classement parce que c'est vraiment très faible. Moi, je m'énerve très facilement au tennis. Ok. Je m'énerve. Fin de l'interview, on arrête là. Non, t'étais quoi, 15-5 au mieux? Oh non, c'est mon frère qui est bon, qui est 15-2, et j'ai une cousine qui est aux États-Unis, donc c'est eux qui sont bons. Ton frère à 15-2, tu le considères comme bon? Ok, ouais, Laurent, on arrête là. Oui. Par rapport à moi, oui. Comme tu te balades souvent dans Wimbledon, quel est l'endroit le plus sympa du site? Pour boire un Pims à la cool, pour boire un Pims. sans que le reste des équipes de beIN te grille. Le mieux, c'est la colline. Ah ouais. C'est la colline parce que tu te fonds dans la foule, tu te fonds dans la masse et puis tu peux faire des rencontres sympas. Et puis, alors nous, on n'a pas le droit de filmer sur la colline. Par contre, on peut le filmer en bas. Et ce qu'on fait en général en fin de journée. Et on a souvent du beau monde au micro. Ouais. Très bon, on rigole bien. Top, merci. Merci beaucoup, Elina. Good job, Laurent. Merci. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu mets la main sur l'épaule et c'est au revoir. Ok. Il y a une année, si tu veux une petite anecdote, il y a 2 ans, j'ai eu des trucs vraiment sympas. J'avais pu faire Ashley Barty en direct. Ouais. Donc en anglais, c'était pas mal de pression. J'avais droit à 2 questions, pas plus. Donc il fallait pas se tromper parce qu'elle avait enchaîné 10 télés d'affilée. Elle était incroyable, Ashley Barty. Hyper sympa. Et en plus,
Et en plus, je l'avais fait attendre 30 secondes parce qu'on était en pub, parce que j'avais fait en direct dans l'émission. Là, c'est enregistré, donc on fait en direct. Là, je lui ai dit, tu peux attendre 30 secondes s'il te plaît. J'avais droit qu'à 2 questions. Chaud. Elle avait été super classe. Vraiment, super sympa. Bon, et Elina, elle est bonne. Elina, très bien. Ouais. Elina, très bien. Il faut qu'elle fasse en français maintenant, Elina. En français. On veut entendre ton petit accent en français. C'est ça qu'on attend. Ça arrive. Sinon, très bien. Top. On est devant l'entrée du Broadcast Center, on était tout à l'heure sur le toit. Donc là on est à l'entrée, et donc c'est ici que sont rassemblées toutes les télés qui ont payé les droits pour diffuser le tournoi de Wimbledon. Et tu peux voir que la liste est assez impressionnante. Un truc à savoir en particulier ici? Ici ça bosse, ça bosse surtout H24. Parce qu'entre les télévisions australiennes et américaines, les studios ici tournent toute la nuit. Avec une cantine H24. Et ce que on va pouvoir le voir de loin, c'est la régie finale de Wimbledon, puisque c'est Wimbledon maintenant, you can go ahead. C'est la régie finale, c'est Wimbledon qui produit ces images, avec une régie finale où tous les cours sont visibles, qui est là. C'est eux qui filment tous les cours, toutes les images arrivent là et sont ensuite diffusées, transmises à tous les diffuseurs mondiaux. Et là, c'est le bureau de la production où tu as toutes les autorisations. Allez-y monsieur, go ahead, no problème. Et sans les autorisations, tu peux filmer nulle part. Et il y a du monde tout le temps. Là, en ce moment, il y a Laurent Bidault qui est en train de se battre, je crois, pour obtenir... Ah non, il est sorti pour avoir son autorisation. Tu as eu l'autorisation? C'est bon? C'est arrangé, c'est parfait, on pourra travailler comme l'année dernière, on aura des belles interviews, c'est parfait. Le voltigeur, impeccable. Fred, tu me ferais une petite remise de maillot officielle? Alors, ça n'est pas sans émotion que je te remets, comme au rugby, le maillot. Ton maillot, c'est ton dossard qui va te permettre de te balader dans les allées de Wimbledon sans te faire arrêter. Merci à tous. Tu te souviens, toi, du premier que t'as enfilé ou pas? Alors moi, j'en ai jamais enfilé. Parce que moi, je suis toujours devant la caméra. D'accord. Excuse-moi. Désolé. À quoi je ressemble? Tu ressembles à Un chasseur-cueilleur ou pas? un Wimbledonien. Allez. Ah ouais. Ici, c'est la zone télé, ce qu'on appelle le Broadcast Center, avec tous les cas régis de toutes les télés. Donc là, vous en voyez une infime partie, parce qu'il y a un paquet de télé quand même qui couvre le tournoi de Wimbledon. Par exemple, là, dans ce quart-là, c'est la réalisation du Center Court. Ok. Le réalisateur du Center Court, il se trouve dans ce quart-là. Et donc, si on rentre, on se fait tirer dessus. Mais ça, c'est le quart Bein Sport. Donc là, on a le droit de rentrer. Alors, du coup, je vous fais visiter. Combien de télé, Fred? Il y en a combien à peu près? Il y en a une multitude. Je ne sais pas le chiffre exact. Vas-y. Ah, ce que je sais, c'est que c'est le tournoi le plus retransmis au monde. Ok. Après, combien ça fait? Je sais pas. T'as l'ordre des 4 ou pas? En termes de retransmission? Le quoi? Lequel est le premier, lequel le deuxième, lequel le troisième? Ah bah le premier c'est Bein Sport. Non, ouais, c'est la BBC, la reine du pétrole ici. Ouais. Après il y a les Américains qui sont vraiment avec un gros dispositif parce que les Anglo-Saxons ils savent pas faire de la petite télé. Donc quand ils viennent, ils rajoutent même eux des caméras sur ce que produit déjà le tournoi. En fait c'est Wimbledon Broadcast System. Donc c'est le tournoi lui-même qui fait la mise en image de tous les cours. Et après, les télés viennent habiller ou pas. Quand on dit habiller, c'est ajouter des caméras, ajouter des commentaires, ajouter des stats, ajouter des plateaux. C'est ce qu'on fait nous. En fait, on récupère toutes les images de Wimbledon Broadcast System. Et après, nous on l'habille grâce à notre car régie qui est ici. Allez, on y va. Attention, on rentre dans le cœur du réacteur. Yes. Donc le cœur est tout petit, comme vous le voyez. Là, on a Julien Boutet, qui est notre chef de production sur place. C'est Julien. Julien, il est en charge de veiller à ce que tous les moyens techniques qu'on a demandé soient en place, fonctionnent, et il est la gare de triage. C'est-à-dire que tout ce qui part de Wimbledon pour arriver à Paris, à la factory, passe par là, et tout ce qui vient de la factory, quand les gens nous parlent des émissions, quand on fait les duplex, tout ça, tout passe par Julien pour être redistribué ensuite sur nos 2 positions commentateurs, sur nos situations de duplex. Par exemple, là, tu vois, si tu arrives à zoomer, tu vas voir Laurent Bidault qui va se préparer à faire un duplex. Donc il est lui sur Haringey Park, les cours d'entraînement, et on va faire un duplex tout à l'heure avec lui, donc il se prépare. D'accord. Et pour que tout ça fonctionne, il y a les images, mais il y a le son surtout. Et on a donc dans le cas, là les attributions du son. Donc en fait, ce sympathique monsieur, Sylvain, s'occupe d'envoyer sur toutes les positions commentateurs, dans tous les casques, tous les sons différents, le son du cours, le son de Paris,
le son des plateaux, le son de Julien qui doit nous parler, Ouais. et veiller à ce que nous, notre commentaire, reparte en temps et en heure pour qu'il soit bien distribué à la J finale. Et tu connais un peu les commandes et tout, tu sais à quoi tout ça sert ou... Ouais. Non, moi j'ai un bouton à mon postcom qui fait mais j'entends pas bien là. Est-ce que tu peux me mettre plus d'ambiance du cours? Est-ce que tu peux me mettre mon consultant moins fort parce que là il me casse les oreilles? Mais combien de pistes tu peux gérer là avec le matos? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pistes parce que déjà, vous êtes beaucoup de journalistes. On a 2 positions com, donc à chaque fois, il y a 3 micros. On a un plateau, vous êtes 3. On a un JHF qui se trimballe un petit peu partout. Et en plus de ça, on a 18 cours qui peuvent être passés à l'antenne. Donc Et là quoi, t'as une trentaine de trucs là alors. un peu plus parce que 18 cours et il y a 2 départs. Donc rien que déjà les cours, ça me fait 36. Il y a déjà 36 entrées. Plus après vous qui pouvez partir de chaque côté. Voilà. Donc oui, ça fait beaucoup. Donc il met une casquette pour garder la tête froide, j'ai pas compris le truc, mais donc si ici ça ne fonctionne pas, ça sert à rien parce qu'il n'y aura que les images. Et la télé c'est les images et le son. Donc si on n'a pas les images, ça marche pas, mais si on n'a pas le son, ça marche pas non plus. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné. Tout repose sur toi. Et tu t'en mêles les pinceaux parfois ou pas? Bah écoute, on verra. On verra tout à l'heure. Ça t'est déjà arrivé? Ah oui, ça arrive des fois, ça arrive. C'est lequel le bouton de Fred? Alors le bouton de Fred, c'est vrai que Fred il va être cours numéro 1, a priori il sera au commun, il sera ici. Donc cours numéro 1, commun, et si jamais il passe au cours central, il sera là. D'accord, Et s'il est sur le plateau, il sera certainement en invité, donc il sera en plateau 2. magnifique. Merci. Je t'en prie. Et par ici Fred, qu'est-ce qui se Alors passe? ici, Bonjour les gars. Après la partie son, c'est la partie vidéo. Donc là, il veille à ce que on puisse envoyer à la régie à Paris tous les faisceaux Ouais. dont Paris a besoin. Que ce soit, là par exemple, c'est notre caméra qui est sur les cours d'entraînement, qui est en train de regarder, de filmer l'échauffement des joueurs, les entraînements. Il y a les caméras qui sont sur le postcom, qui nous permettent de, quand on est opposition commentateur et qu'on doit papoter, et puis tous les faisceaux, parce que tu vois, chaque cours représente un faisceau. Et il faut alimenter Paris, qui va avoir, sur les Canomax par exemple, on va avoir un Canomax qui sera consacré au cours numéro 4. Il faut qu'on envoie le cours numéro 4 pour qu'il l'ait tout le temps. Et en termes de droit, vous avez le droit de tout diffuser? On a le droit de tout diffuser. Tout ça, ouais, plus... Ça, c'est assez novateur quand même, non? Alors Ça- non, ça fait on a quelques toujours- années que vous faites ça. on a toujours pu faire ça. Après, ils ont un petit truc Wimbledon, c'est qu'ils te proposent aussi, parce que à Rangui Park, tu peux pas aller partout. Ouais. Ils te proposent des caméras sur les cours d'entraînement. Et comme ça, tu prends les utiliser. Ce qu'ils avaient oublié de nous dire l'année dernière, c'est qu'à chaque fois que tu prends une de ces caméras, tu payes. Ah ouais. Donc on a reçu la facture en fin de quinzaine qui était un peu conséquente. Ah ouais. Du coup, on a dû négocier avec eux. Wimbledon, ils sont adorables, c'est magnifique. Mais tout est payant. Il y a une petite anecdote parfois où la vidéo a totalement foiré avec Fred? Vous avez des trucs? Jamais elle foire. Le son, oui. Le son, oui. Vous êtes des machines en vidéo. La vidéo, ça foire jamais. Naturellement. C'est comme au Pays Basque. Il fait toujours beau et parfois il pleut. Voilà. Et bien la vidéo, ça marche. Ça marche toujours, fonctionne la vidéo. toujours. Puis parfois, Qui est du Pays Basque dans le coin là? Personne. moi de cœur. Ah très bien. J'habite à Anglette les gars. Allez. Et pourquoi que Fab et toi sont là plus une ou deux autres personnes et les autres à Paris? C'est que ça coûte trop cher d'avoir un plateau ici? C'est quoi le parti pris? Alors il y a deux choses. La somme n'est pas négative, hein, c'est très important. En fait, le Covid a tout changé, parce qu'il n'y avait pas eu d'édition en 2020. Ouais. Donc il a fallu qu'on réorganise parce que l'édition suivante c'était compliqué, envoyer du personnel, donc il a fallu qu'on repense tout ça. Et les plateaux qu'on a à Paris sont vraiment très jolis. Donc entre guillemets, c'est plus simple de travailler avec tous nos plateaux à Paris, toutes nos équipes d'édition à Paris, parce qu'avant tout le monde était là. Donc c'est plus simple, c'est un peu moins chatoyant à l'antenne de ne pas avoir ce studio qui donne sur les cours, qui est un peu la signature, mais très sincèrement les studios qu'on a à Paris sont très jolis. Donc il y a d'une part l'argent, parce que ça coûte un peu moins cher, c'est important, parce que tout le reste a augmenté. Hein. Comme je disais, Wimbledon tout paye. Tiens là, on a Aurélien Arena, notre autre. Salut Aurélien. Enchanté. Qui rentre. Donc il y a cette histoire d'argent qui est importante quand même. Et puis il y a le côté pratique qui fait qu'on, paradoxalement, on travaille mieux en ayant laissé une partie de nos équipes à Paris, qui m'en veulent beaucoup, c'est ce qu'ils préféraient être là. Mais les plateaux sont plus jolis quand même s'il n'y a pas le côté Wimbledon, ils sont plus grands, plus spacieux. Et puis pour travailler, on a toutes nos salles de montage là-bas, on a tout le back-office qui est
qui est super important sur un tournoi comme ça. On a 2 antennes pendant 15 jours. Il y a 15 personnes qui bossent quasiment à temps plein à Paris tous les jours pour ce tournoi. Ah ouais. Donc, on n'aurait pas pu déplacer la même énergie ici. On le faisait très bien. On s'adapte. Tu nous emmènes où, Fred? Alors là, on est au pied du central, du center court, pardon, et on va monter tout en haut pour la position commentateur de beIN Sport. Allez, il faut marcher. Trop bien. Alors, comme on est en Angleterre, il y a un sens pour monter, un sens pour descendre, et tout le monde respecte. Ce qui fait que quand le central se vide, ben c'est pas la cohue. Ouais. C'est fait propre, simplement, dans la joie à la bonne humeur. Tu peux voir le roof où on était tout à l'heure. Yes. Très bien. Ouais, la particularité. La particularité de Wimbledon, c'est que ce qu'on appelle les stadiers, les stewards du center court et du 1, ce sont des policiers, des militaires, des pompiers et des marins qui se portent volontaires. Et ce sont eux qui regardent les billets et qui vous placent en tribune. Et ils font ça sur leurs vacances. C'est très très prestigieux et tout le monde les respecte, c'est formidable. Ah ouais. Tu Voilà, crois qu'il y a... là, tu vas avoir un policier, un pompier. Tu crois qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui essayent de gruger comme à Roland? De par leur statut? De par leur salut, mais ça n'existe pas ici. Ah ouais. Ça se fait pas. Incroyable. T'as jamais essayé de filouter toi à Roland pour rentrer sur le central quand t'étais ado? Ouais, si tu savais que j'étais ado, j'ai jamais eu la chance d'aller à Roland. Ah ouais? Mon premier vrai Roland, je crois que c'est quand je rentrais à Eurosport, 92. D'accord, incroyable. Direct la grande porte. Direct la grande porte. Même pas la chasuble, à rien. l'époque, c'était une petite porte. Et donc là, tout le long, ce sont des cabines commentateurs. D'accord. Et la numéro 7, c'est celle de beIN Sport. Bonjour. Donc là, on pénètre sur le center court de Wimbledon. Ouf. Tu vois, tu es dans la pénombre et il n'y a que le court qui est en pleine lumière, c'est formidable. Exceptionnel. Et là, si tu regardes un petit peu tu vas pouvoir voir Lionel Roux et Lionel Buton en train de commenter. Alors pas le match du central parce que ça n'a pas débuté encore, mais ils commentent un autre court. Ok. Où ils viennent? Voilà, tu es dans le temple avec, tu vois, les cabines commentateurs, il y en a tout autour du stade. Avec toutes les télés, les radios et des installations plus ou moins différentes en fonction de si tu mets une caméra avec ton éclairage ou pas. Les spectateurs ne vont pas tarder à être, tu vois, ça commence à rentrer. Donc ça rentre juste. Et tous les stewards, des militaires, des pompiers, des marins, moi je trouve ça formidable. Et alors le premier samedi de tournoi, il y a toujours, donc là tu vois là-bas il y a la fameuse Royal Box, Ah yes. qui est la tribune, alors pas présidentielle mais royale, 74 places, rien à voir avec Roland Garros. Hein. Et Combien à Roland? Roland ça va être 250 je crois, un truc comme ça. Et le premier samedi du tournoi, il y a une cérémonie où dans la Royal Box, il n'y a que des sportifs qui ont brillé dans la saison et qui sont célébrés. Ils sont appelés les uns après les autres, tout le public les applaudit. Et à la fin, il y a 1 minute de standing ovation pour tous les policiers, soldats, marins, pompiers qui servent toute l'année et qui sont là et qui sont remerciés. Et tout le public qui se met debout et qui les applaudit. Formidable. Wow. Moi, ça me file les frissons à chaque fois. Le plus beau match que tu as commenté ici? J'en ai fait trop pour en sortir un seul. J'ai eu le pot de commenter toutes les victoires de Roger ici. Allez. Toutes les victoires en finale. Roger, c'est ton GOAT. Mais j'ai fait des défaites aussi. Hein. Tu sais quoi, on va dire la première. La première fois où j'ai commenté Wimbledon ici. J'étais vu quand j'étais à l'époque à Eurosport et c'est Hervé Dutu qui commentait. Moi, je ne commentais pas. Et quand je suis venu ici commenter ma première année pour Canal+, c'était en 2003, la victoire de Federer, ça c'était le hasard. Mais le premier match que je commence ici, je crois, c'est du bonheur. On regarde le pot qu'on a, quoi. Ah, c'est sublime. Très beau terrain de jeu, monsieur Viard. C'est pas le mien, j'ai pas le droit de marcher sur le gazon. Hein. T'as jamais tapé la boulette sur le center court? Tu sais, on a parfois le droit de faire des petits plateaux enregistrés le jour des finales et tout, donc tu marches le long le bord, là où c'est tout gris, hein, mais tu mets pas un pied sur le gazon. Si tu mets un pied et tu débordes un peu, tu as tout de suite un steward qui vient dire voilà. Non.
Mais tant mieux, il faut, tu vois, si c'est le temple de la tradition, mais tu as vu le centre télé, tout est moderne, mais c'est bien d'avoir aussi des choses qui sont spécifiques ici. Tu n'as pas une loge, tu achètes ta place pour le centre court, tu peux te retrouver premier rang, tu vois, t'as pas de... C'est ouvert à tout le monde. C'est merveilleux. Tu nous montres la cabine de commentateur ? Ouais. Allez, let's go. Donc là, on va rentrer dans la cabine de commentaire de beIN Sport. Mais on va pas faire de bruit, je vais te laisser rentrer tout seul parce qu'ils sont en train de commenter. Ils ont l'habitude, mais... Ouais. Donc Tu m'expliques après les codes ? Allez, viens, on va le faire dehors. Il y a des remises de très grande qualité de Lucas Van Haché. Et donc ça tient, il est revenu de loin. Donc là, ils sont en train de commenter. Alors, la position est sur le central, mais quand on est sur le central, on peut commenter tous les cours qu'on veut avec l'écran que tu vois là sur le côté et celui-ci, on peut aussi. Et on a ici l'écran qui est à nous et qui montre une image qu'on diffuse sur beIN Sport. Peut-être un coup à jouer, par exemple, parce que Karatsev a eu quelques soucis aussi au service sur la fin de la deuxième manche. On l'a vu un peu fragile sur le lancer notamment. Tu as des stats, tu vois l'écran ici. Cette agressivité aussi qui met dans fourni son jeu. par les statisticiens du tournoi. Et tu peux aller sur des tonnes de stats à disposition. Les deux boîtiers avec les couleurs orange sont les boîtiers commentateurs. Et là c'est un grand moment de panique aussi du Russe qui a complètement raté cette volée, qui tombe derrière la ligne mais d'un mètre environ. C'est pour piloter ton son au départ, il et puis pour couper ton micro quand tu as envie de tousser. Et ici, là, tu as la caméra. Alors qu'il avait le point tout qui fait. nous sert pour faire les plateaux. D'accord. On se retourne, on se met debout, on allume les loupiottes et on a ici le retour de l'image. Magnifique. Ouais, bien servi ce service. C'est quoi la stat dont tu te sers le plus ? C'est de nouveau qui marche très bien. En fait, tu peux aller sur des tonnes de stats. Entre les deux hommes. Ça dépend du match. Ça dépend de qui sert, ça dépend. Tu peux te naviguer, il y a des tonnes de stats. Ma grande difficulté, c'est pas tant d'avoir la stat, c'est d'essayer de la rendre compréhensible aux gens en peu de mots. Quand tu es ici, t'as pas l'air quand tu le vois de l'extérieur, mais tu es quand même super bien placé, tu vois. On voit remarquablement bien. C'est une chance incroyable d'être là, franchement. Quels sont les codes à respecter quand tu commentes les règles ? De ne pas se marcher dessus. Et ils sont en pub, donc on peut parler tranquillement. De ne pas se marcher dessus l'un et l'autre. Ouais. Après, chaque commentateur a son style, c'est très bien. Chaque consultant a son style, c'est très bien. La seule règle, moi, c'est ça, c'est que le duo s'entende bien, il ne se marche pas dessus. Et que si tu peux bien t'entendre en dehors du match, c'est que c'est pas facile avec tout le monde. Là, c'est dur pour moi. Donc tu vois, là, la cabine son dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'il les met en contact avec Paris. Ouais. Et qui leur dit, ben voilà, attention, la pub va reprendre, on va partir sur ce match-là. D'accord. Généralement, il y a un journaliste et un consultant, c'est ça ? Un journaliste et un consultant. Le journaliste, il est là pour raconter le match. Ouais. Et le consultant est là pour nous expliquer les sensations que nous, on ne connaît pas. Servir pour un match, relancer une balle à 200 km/h, la difficulté d'aller gratter une balle quand tu n'as pas la bonne prise, toutes les sensations qu'on n'a pas là. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour nous raconter le match. Il est là pour nous l'expliquer. Ce que fait Fabrice à merveille. Le dispositif complet avec toutes les fenêtres ouvertes sur les différents cours de Wimbledon. Lionel, qui était combien au mieux ? S'intéresser bien sûr à ce qui se passe sur le cours numéro 7 36, sur beIN 1 avec Lucas Van Haché qui sert pour recoller à 6 partout. C'est plus mon consultant, c'est mon magnifiquement accroché dans cette première manche. Et derrière, c'est quoi ? Alors, tu as la position là, c'est une position serbe. De retard. Position serbe là, je crois. Okay. Et après, je sais pas, tu as toutes les télés du monde en fait. Ah ouais, donc tu t'entends parler non-stop quoi ? Oui, mais avec les casques et les micros, ça... Ah, si tu hurles, le mec à côté, il peut venir te dire... ça s'entend, quoi, mais... Après, c'est drôle parce que t'as les... Il le pousse à la faute encore, hein. T'as les c'est vrai qu'il a du mal de à se mettre vraiment dans la peau de l'agresseur, Lucas Van Haché, mais dans la peau de l'agressé qui se défend, il est plutôt pas mal. Il trouvé insupportable. Il y a une époque, on partageait la cabine avec les Australiens. Alors c'était fantastique parce que les Australiens, t'avais Newcombe, t'avais Stolley qui était là. Deux hommes qui ils étaient cosy, beaucoup plus d'efficacité derrière leur première balle. Ça montait jamais dans les tours. Ils avaient toujours un 80% runner de points ou une remportés nénette pour qui venait leur apporter des sandwichs, des machins et tout. En faveur de Lucas Van Haché. Bon, nous voilà donc dans la cabine du center court où les deux Lionel là,
débuté le tournoi en commentant donc, le premier match sur les cours annexes. Et avec Fred, là, on va prendre le relais pour l'ouverture sur le center court. Comme le veut la coutume, c'est le tenant du titre, à savoir Novak Djokovic qui va rentrer le premier sur le court. Voilà, c'est un moment toujours important et qui est respecté. Voilà, une des nombreuses traditions du tournoi de Wimbledon. Qu'est-ce que tu as mis dans tes fiches sur Novak? Sur Novak, c'est la shortlist de ceux qui pourraient éventuellement le surprendre, le battre. On va parler de son expérience, on va parler de sa faculté à bien jouer sur gazon. On sait qu'il est monstrueux. Au meilleur des 5-7, il est encore plus difficile à surprendre. Mais on se dit peut-être que des Alcaraz, Sinner, Fritz, Hurkacz pourraient l'inquiéter. Ensuite, ça reste du sport, quoi. En sport, on peut toujours se projeter, dire que lui est en forme, lui est un peu blessé, mais ça va être difficile. Après, il y a les réalités du terrain et dans un sport individuel, elle réserve parfois des surprises. Parce qu'un joueur qui se réveille un petit peu fatigué, qui a une douleur à l'épaule, un torticolis, qui a moins bien dormi, eh bien, il peut forcément évoluer 20-30% de ça de son niveau de jeu. Et donc, être battu par un joueur moins fort. Bon match, Fab. Ouais, merci beaucoup. Allez. Début officiel de Wimbledon pour moi. Vamos, c'est bon ça. Ouais. Fred, la finale sur ce center court, comment tu la prépares? Je crois que c'est le match à surtout pas rater. Alors c'est le match à pas rater, c'est le match qui demande plus de préparation parce que tu n'as que celui-là. Donc tu te concentres sur ce que tu vas faire. Et alors j'aime bien me replonger dans l'histoire, dans les... parce qu'une finale, c'est effectivement, c'est la palissade de le dire, mais pas un match comme les autres. Donc il a une importance historique qui est différente. Donc j'aime bien aller me replonger dans tout cela. J'aime bien aller chercher des petites histoires un peu intéressantes sur ce qui s'est passé dans la quinzaine. Et moi, j'adore l'histoire. J'ai fait des études d'histoire, donc j'adore les bonnes citations au bon moment. Donc j'essaye toujours d'aller trouver 2-3 citations. Généralement, quand on est en Angleterre, je vais chercher du Shakespeare ou du Churchill, des gens comme ça. Et pour aller essayer de la placer au bon moment dans la dramaturgie du match ou tout ça. Et puis j'essaye de préparer aussi ma phrase de conclusion parce que si je me laisse juste porter par la sensation du moment, parfois tu te plantes ou tu dis un truc. Je me souviens, il y avait une finale fantastique et je termine à la victoire 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 en 1h27 minutes. Et je m'étais dit, mais... tu donnes quoi comme info intéressante là en fait? Rien quoi. Donc j'essaye de travailler ça et puis de me faire, j'ai mon petit rituel. Tu vois, le dimanche, je vais me faire mon footing, après je me fais mon vrai breakfast anglais, tranquille, posé, je prends mon temps pour me raser, pour être beau, pour être machin. Et il y a un truc que j'adore faire, c'est arriver avant et suivre l'avant-match de la BBC qui commence tôt. Et comme ils arrivent à tourner des choses ici formidables parce que c'est les ayants droit les plus forts. Ils ont toujours, et puis ils ont Baker, ils l'ont plus malheureusement, mais ils ont McEnroe, ils ont Connors, ils ont toujours une tripotée de gars pour présenter la finale, et aussi bien chez les filles, et tu apprends des choses, et c'est toujours très très riche. C'est un moment à part, c'est mon moment, entre guillemets. Est-ce que ta maman est scotchée pendant 2 semaines devant la télé? Parce que je crois que c'est ta plus grande fan. C'est ma plus grande fan. Elle n'est pas scotchée parce que je pense que ça l'use vite le tennis, mais elle aime bien me voir. Donc si tu veux, les moments où on me voit sont peu nombreux par rapport au moment où on m'entend. Donc elle aime bien que je lui dise, s'il y a une émission que je ne lui ai pas dit avant, elle loupe, elle me dit ah oui mais tu m'as pas dit. Et bon, évidemment je vous engage, je vous encourage, tous les abonnés Tennis Legend, d'aller découvrir les phrases, les citations bien senties de Fred Villard. Allez découvrir le Shakespeare en finale, c'est cadeau. Merci Fred. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Bon ça c'est pas Churchill, c'était Danton. Mais par exemple ça marche bien, tu vois, quand un joueur se met à être agressif, ça marche. On adore, merci Fred. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié les coulisses de beIN Sport. Moi j'ai un déj qui m'attend avec des fraises à la chantilly, je suis désolé mais il faut que j'y aille. Un grand merci à toutes les équipes de beIN, à Fred Villard et Fabrice Santoro évidemment. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.